Les décisions que le président Trump a annoncées et qu'il avait appelées tarifs réciproques, une curieuse invention avec des calculs qui ne valaient pas grand-chose, ça a eu pour conséquence de faire baisser les marchés d'actions américains et du monde entier d'ailleurs. Bon, le président Trump et le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, ont dit « c'est pas grave, les milliardaires perdent de l'argent, mais nous, on travaille pour le travailleur américain, pour le protéger. » Et puis à un moment, c'est le marché des obligations fédérales américaines, donc du gouvernement américain, qui ont baissé. Et très fortement, en faisant monter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage en quelques heures. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient les obligations du gouvernement américain. Quelques heures après, le président Trump annonçait qu'il repoussait ces fameux tarifs réciproques de 90 jours. Alors c'est très important parce que ça montre que les marchés financiers peuvent influer sur les décisions que personnellement je considère comme très mauvaises et absurdes de l'administration Trump. Ça montre une deuxième chose, c'est que les investisseurs dans le monde entier, y compris aux États-Unis, se demandent si les obligations du Trésor américain sont toujours aussi sûres qu'elles ne l'étaient. On peut dire que depuis les accords de Bretton Woods, donc on remonte à la fin des années 40, il y a un actif financier qui est sûr dans le monde, qui est très liquide, je peux acheter et vendre comme ça, en très grosse quantité, ce sont les obligations fédérales américaines. Et là, il commence à y avoir des doutes. Ça a fait monter les taux d'intérêt, mais ça remet en cause le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. L'impact économique mondial, on va le ressentir assez rapidement sous forme d'un ralentissement économique, peut-être même d'une récession, selon les pays. Aux États-Unis, c'est une possibilité. Et dans un certain nombre de pays, plus d'inflation, des prix plus élevés. C'est la conséquence des tarifs douaniers. Mais le facteur le plus important qui va faire ralentir l'économie mondiale, c'est le facteur d'incertitude. Personne ne sait, les entreprises, les industriels, les consommateurs, les investisseurs, qu'est-ce qui va se passer d'ici 6 mois, 1 an? Est-ce que on va revenir à une situation normale pour les échanges commerciaux? Est-ce que c'est un monde complètement nouveau, où il va y avoir une zone autour de la Chine, une zone autour de l'Europe, une zone autour des États-Unis? On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, et qu'on est un industriel, on arrête d'investir. On ne va pas dépenser des milliards de dollars en biens d'équipement alors qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Les consommateurs, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Est-ce que je risque de perdre mon travail? Si je ne sais pas, je vais repousser l'achat de la voiture ou de la télévision. Et donc la consommation baisse, l'investissement baisse à cause de cette incertitude créée par ces décisions qui changent tous les jours, dont on ne sait pas où elles vont et dont on ne sait pas quel monde elles nous préparent. Et donc ce facteur d'incertitude va être le principal cause de ralentissement de l'économie mondiale. Pour la Chine, c'est plus difficile parce que la guerre commerciale avec les États-Unis va d'une certaine manière réduire l'accès au marché américain pour les produits chinois. Du côté de l'inflation, la Chine est plutôt en déflation aujourd'hui, ce qui est un vrai problème d'ailleurs pour l'économie chinoise. Donc il n'y a pas de risque d'inflation. S'il faut soutenir l'économie, la Banque populaire de Chine permettra qu'il y ait plus de prêts. Donc le problème ne viendra pas de là. Il viendra plutôt
du fait que la Chine dépend trop de ses exportations et pas assez de la consommation des Chinois pour soutenir l'économie. Est-ce que ça va aboutir à un changement plus important de la politique économique en Chine? Je ne sais pas, mais c'est un des facteurs qui peut pousser les dirigeants chinois à se dire, bon, le consommateur chinois est plus important parce que le consommateur américain achètera moins de produits chinois. Mais nous n'en sommes qu'au début et je ne sais pas où ça va aller exactement entre la Chine et les États-Unis. Ce que je sais, c'est que, évidemment, la Chine a déjà commencé à diversifier ses marchés d'exportation. Le principal, c'est l'Asie, qui est une très forte croissance avec une population relativement jeune dans une partie de l'Asie. Donc, les biens de consommation ou même les biens d'équipement fabriqués en Chine s'y vendent très bien. Et la Chine développe des accords commerciaux. La Chine va aussi chercher à vendre plus de produits en Europe. Alors, je pense qu'il va y avoir, et ça a déjà commencé, une réflexion sur quelle devrait être la meilleure politique commerciale de l'Union européenne si nous restons dans une situation de tension avec les États-Unis. Il y a toujours les 10% de droits de douane sur les États-Unis, plus pour les autos, pour les automobiles, sur l'acier, sur l'aluminium, etc. Et donc, l'Asie, c'est très important, la Chine, c'est très important. Il me semble que l'Union européenne va chercher à développer des accords commerciaux avec l'Asie, avec la Chine, avec l'Amérique latine, ça s'appelle le Mercosur, parce que là aussi, nous avons besoin de trouver des marchés à l'exportation. Et moi, ce que je souhaite, mais je ne sais pas ce qui se passera, c'est qu'il y ait une négociation en profondeur entre l'Union européenne et la Chine. Premièrement, pour faire un screening des investissements chinois en Europe, pour faire attention au transfert de technologies très sensibles, mais aussi, comme la technologie chinoise est maintenant, dans certains domaines, la meilleure du monde, pour les véhicules électriques, pour les batteries, d'une certaine manière pour les équipements de télécommunication, l'Europe va accepter, devrait accepter des investissements chinois en Europe avec transfert de technologie. Durant 20 ans, quand la Chine s'est ouverte, la Chine a demandé aux industriels allemands, américains, européens, lorsqu'elle construisait des usines en Chine, qu'il y ait des transferts de technologie via des joint ventures. Et c'est une bonne chose parce que ça permet de développer l'économie plus rapidement, ce qui est bon pour tout le monde. Et bien maintenant, je crois que l'Europe va pouvoir dire aux Chinois, vous êtes très forts. Eh bien, si vous avez une usine qui fabrique des automobiles électriques, des voitures électriques ou des batteries en Europe, on demande qu'il y ait une joint venture pour qu'il y ait un transfert de technologie. Il va nous falloir renégocier pour que ce soit avantageux des deux côtés, moins de subventions peut-être du côté chinois, transfert de technologie, mais ouverture du marché européen. Alors certains vont résister, bien sûr, mais vous voyez, sur les négociations commerciales, les pays dans l'Union européenne sont moins importants que la communauté des pays représentée par la Commission européenne. Car c'est seule la Commission européenne qui peut négocier commercialement. L'Allemagne ne peut pas. On peut toujours, le futur chancelier Merz peut aller voyager où il veut. Ça ne changera rien aux relations commerciales entre l'Allemagne et la Chine ou les États-Unis. Non, parce que c'est négocié au niveau de l'Union européenne, qui est une union douanière. Ça donne beaucoup de force à l'Union européenne pour négocier. Oui, je crois que la Chine a des atouts pour négocier avec les États-Unis, parce que le résultat des 25 dernières années de mondialisation a fait que beaucoup de chaînes de production se sont déplacées en Chine. Et on a vu que, par exemple,
pour les biens électroniques de consommation, comme les ordinateurs, les laptops, les smartphones. Si les droits de douane que les États-Unis voulaient appliquer avaient été appliqués, les Américains n'auraient, mis à part les plus riches, n'auraient même pas pu s'acheter un téléphone. Et donc, quand les chaînes de production sont, pour leur plus grande part, situées en Chine, la Chine a un fort pouvoir de négociation. On dit, bah oui, mettez les droits de douane que vous voulez, simplement, vous n'aurez plus nos produits. Regardez l'industrie du jouet. Alors, c'est trop tôt, parce que les jouets, ça se vend surtout au mois de novembre et de décembre. Ah oui, mais 80% de l'industrie des importations américaines de jouets viennent de Chine. Imaginons que, arrivé vers la fin de l'année, quand dans les familles américaines on commence à acheter des jouets pour les enfants, les jouets soient 3 fois plus chers ou qu'on n'en trouve pas. Là, il y aura une colère populaire contre l'administration très forte, qui peut faire perdre les élections de 2026. Donc je trouve que la Chine a, dans certains domaines, un fort pouvoir de négociation vis-à-vis des États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Alors, vous avez raison, c'est l'ensemble de la nouvelle politique américaine qui a commencé par retirer son soutien à l'Ukraine, en disant des mensonges, en disant que les États-Unis ont beaucoup plus aidé l'Ukraine que l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai, c'est l'Union européenne qui a le plus aidé, financièrement et aussi en armes. Et en même temps, l'administration de Trump a fait comprendre qu'elle ne se sentait pas liée par le fameux article 5 de l'OTAN, que si un pays de l'OTAN est agressé, les autres doivent le défendre. Donc la défense américaine, en cas d'agression, et celle-ci, en gros, c'est la Russie, d'où ça peut venir, le soutien américain maintenant n'est plus garanti. Ça a été un grand choc, pas tellement en France, mais ça a été un très grand choc en Allemagne, un très grand choc dans les pays nordiques, qui ont demandé à rentrer dans l'OTAN et qui sont rentrés dans l'OTAN. Et donc cette prise de conscience a amené à 2 conclusions. La première, c'est qu'il ne faut compter que sur nous-mêmes pour notre défense. Pour l'instant, l'Europe dépend de la défense américaine. Mais à moyen et long terme, il y a trop d'incertitudes. Et donc il faut construire une Europe de la défense. L'Europe, ce n'est pas un seul pays. Il ne peut pas y avoir une armée européenne, mais il peut y avoir une industrie de la défense. Et il peut y avoir des principes de défense communs qui peuvent aller jusqu'à ce que la France a proposé, que les armes nucléaires françaises, que la France considère que sa zone d'intérêt est plus large que simplement les frontières de la France. Tout ça est en train d'évoluer et c'est la conséquence, si je puis dire, de cette nouvelle politique isolationniste américaine sur les questions de défense. En plus, maintenant, il y a les tarifs douaniers. Donc l'Europe est encore plus incitée, je crois, à réagir en se disant, OK, nous devons construire notre industrie de la défense et il faudra peut-être dépenser plus dans un monde qui est plus hostile. Et si on doit dépenser plus, le principal pays dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne, et de loin son économie. Et même si elle ne se porte pas bien depuis 2-3 ans, ça reste l'économie la plus importante. La République fédérale allemande avait adopté une loi pour réduire la dette publique. Ils ont appelé ça la loi du frein sur la dette. Ça a très bien marché. La dette publique allemande est passée de 75% du produit intérieur brut à 60%. Mais la conséquence de cette loi, c'est que le gouvernement fédéral et même les États ne peuvent pas investir. Les routes allemandes sont en mauvais état, l'infrastructure Internet est en mauvais état, et c'est très difficile de dépenser pour sa défense quand on a un blocage budgétaire. Voilà une autre conséquence de la politique de Trump, c'est que les Allemands ont décidé, et ça va être fait par le prochain gouvernement, de modifier leur loi sur la dette pour pouvoir investir plus dans les infrastructures et dans la défense. Donc ces changements sont très profonds. La Commission européenne semble
accepter que les nouvelles dépenses militaires de défense ne soient pas comprises dans la comptabilité du déficit au sens de Maastricht, où tous les pays devraient avoir des déficits inférieurs à 3% du PIB. Et donc vous voyez qu'il s'agisse de la politique de défense ou de la politique économique budgétaire, cette hostilité et ce désintérêt des États-Unis vis-à-vis de l'Europe a déjà entraîné des changements importants, et pour moi le plus important, c'est le changement de position de l'Allemagne. Je dirais que pour la politique commerciale, la France n'a pas un grand rôle. Alors, rappelons-nous que les négociations, c'est l'Union européenne, c'est pas la France ou l'Allemagne. Oui, mais le grand exportateur en Europe et le plus gros importateur aussi, c'est l'Allemagne. Donc la France a un rôle qui est relativement limité pour les négociations commerciales. Le rôle de la France, c'est en général, il y a une tendance assez protectionniste chez les politiques en France. C'est de dire, oh, les accords commerciaux, on n'aime pas ça, et on refuse de ratifier. Ça a été la position de la France pour l'accord commercial avec l'Amérique latine, le Mercosur. J'espère que les politiques français vont reconsidérer leur point de vue, parce que c'est le moment d'avoir des bons accords commerciaux, et c'était un bon accord commercial. Par contre, sur la défense, là, la France a un rôle leader, parce qu'elle a une véritable industrie de la défense, qui ne dépend pas de la technologie américaine, ou très très peu, parce qu'il y a toujours eu des doutes côté américain sur les Français, donc les Français ont été obligés de se débrouiller tout seuls, et la France dispose de l'arme nucléaire, et qui ne dépend absolument pas des Américains non plus. Et donc pour la politique de défense, je pense que le rôle de la France est très important, et que c'est quelque chose qui est bien compris en Allemagne, où l'industrie de la défense a vocation à devenir très forte. Ce qui bloquait l'Allemagne, c'est évidemment le fait que l'Allemagne a un passé qu'on n'a pas envie de voir revenir. On n'a pas envie d'avoir une Allemagne militariste. Bah oui, mais quand il faut se défendre, les Allemands apporteront leur pierre et ça se fera en coopération. Prenez l'exemple de MBDA pour les missiles. C'est une entreprise qui est multinationale, qui est essentiellement franco-allemande et un petit peu italienne aussi. Mais ça ne s'arrête pas à l'Union européenne. Les liens traditionnels entre la France et le Royaume-Uni pour la défense sont assez étroits, parce que le Royaume-Uni, c'est le deuxième pays en Europe qui a une véritable politique de défense et une véritable armée, qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui, des problèmes budgétaires, peut-être, mais il y a une marine, il y a une défense, il y a une armée de l'air et une armée de terre. Et donc, la France, là, a un rôle un petit peu unificateur, fédérateur. Il ne peut pas y avoir de défense européenne sans le Royaume-Uni. Il ne peut pas y avoir d'industrie de la défense européenne sans l'Allemagne. Il ne peut pas y avoir de défense européenne sans la France, qui a l'industrie et l'arme nucléaire. Et donc, le rôle, si je puis dire, unificateur de la France pour la politique de défense est très important, et il tient aux faits. Qu'est-ce que veut l'administration Trump? Je ne sais pas. Peut-être que l'administration Trump ne veut plus que le dollar soit la monnaie de réserve. Comme ça permettrait une dépréciation du dollar. On se coupe du reste du monde, on pense qu'on est les meilleurs, etc. Peut-être que ça ne se produira pas, parce que ceci mènerait, je crois, à une dépression financière mondiale. Donc, j'ai tendance à penser que je vois trois scénarios. Il y en a un où on a du temps pour négocier, Chine-États-Unis, Europe-États-Unis, c'est le plus important. L'Asie du Sud-Est est importante aussi, mais c'est quand même essentiellement États-Unis, Chine, États-Unis, Europe. On négocie, c'est dur, mais on arrive à limiter les dégâts. C'est-à-dire que les Américains garderont leurs 10% de tarifs douaniers, mais que sur le reste, on négociera, on réduira les tarifs réciproques ou ils seront même abolis, et on continuera à négocier peut-être pour faire baisser les tarifs bilatéraux. Ça, c'est le meilleur scénario, c'est
l'économie mondiale va souffrir, mais c'est le scénario dans lequel elle souffre le moins. Et puis il y a le deuxième scénario dans lequel ça ne marche pas bien les négociations parce que personne ne veut céder, qu'on ne trouve pas de compromis, mais ça continue quand même. Et ce n'est pas complètement catastrophique pour les économies mondiales, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne et le reste du monde, mais c'est quand même très mauvais parce que l'incertitude reste. Et comme je l'ai déjà dit, quand il y a beaucoup d'incertitudes, les entreprises ne veulent pas investir et les consommateurs ne veulent pas consommer. Donc ça, c'est le scénario pas très bon. Et puis il y a le pire des scénarios qui est celui où les États-Unis se retirent du reste du monde. Il y a des gens qui ont dit c'est le Brexit appliqué aux États-Unis, mais là il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne, il s'agit de sortir de l'économie mondiale. J'y crois pas. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que malgré tout, c'est possible. Et alors là, si ça se produisait, je pense que nous irions vers une dépression économique mondiale, comparable à celle de 1930, avec peut-être des conséquences politiques épouvantables. Quand il y a une dépression économique, il y a des bouleversements politiques que je ne peux pas anticiper, mais ce scénario qui est un scénario catastrophe, je crois qu'il est très peu probable, mais il viendrait d'un isolationnisme complet des États-Unis, commercial et financier.